nous avons décidé de vous présenter une vidéo d'Inspiring Philosophy qui traite le sujet de la mécanique quantique et des découvertes récentes en la matière qui montreraient que le matérialisme ne peut être une interprétation philosophique valable de notre réalité. La physique quantique, comme vous allez voir dans la vidéo, soulève des questions mais aussi des réponses non sans conséquences philosophiques sur notre réalité. La vidéo étant complexe, nous vous mettrons tout au long de la vidéo de petites définitions pour certains termes techniques issus du jargon scientifique. Le matérialisme était le point de vue de nombreux scientifiques au début du XXe siècle. Cette vision simpliste selon laquelle tout ce qui existe est de la matière, de l'énergie, le réarrangement de celle-ci, est la forme extrême du réalisme. Le réalisme est une croyance générale acceptée par beaucoup aujourd'hui, selon laquelle une réalité physique existe indépendamment de l'observation. Il y a environ 100 ans, la plupart des gens étaient attachés à l'une de ces deux vues, rejetant la vue opposée, l'idéalisme, la vue selon laquelle la réalité est une construction mentale et n'existe pas indépendamment de l'observation. Pour beaucoup, à l'époque, leur compréhension de la physique semblait favoriser ce côté du spectre, croyant fermement qu'il enterrait l'idéalisme. Mais cette vision réaliste du monde a été ébranlée par l'avènement de la mécanique quantique. La découverte du comportement de la mécanique quantique a commencé à perturber les croyances des matérialistes et des réalistes. On pensait que la matière était constituée de minuscules particules qui existaient indépendamment de notre observation. Mais les équations de la mécanique quantique et les résultats de l'expérience de la double fente ont changé la donne. Pour comprendre ce que cette expérience a montré, une explication simple est donnée. On pensait que les particules subatomiques existaient comme des minuscules morceaux de matière, et non comme des ondes continues d'énergie. Mais en propulsant des électrons à travers une double fente, on a montré qu'ils agissaient comme des ondes énergétiques au lieu de minuscules morceaux de matière. Même en envoyant un électron à la fois, les mêmes résultats se produisaient. Cependant, lorsqu'on a installé un appareil de mesure à côté d'une fente, les résultats ont changé et les électrons ont agi comme on pouvait s'y attendre, comme de minuscules morceaux et non comme des ondes continues. Or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. La conclusion a été tirée que l'acte même d'observation a provoqué l'effondrement d'une fonction d'onde, provoquant l'existence de la matière, soit à l'état de particules, soit sous forme d'onde. Selon l'équation de Schrödinger, indépendamment de l'observation, les particules existent dans un état de fonction d'onde, qui est une série de potentialités plutôt que d'objets concrets. L'acte même d'observation provoque l'effondrement d'une onde de potentialité à l'état de matière. On en déduit que la matière n'existait pas indépendamment de l'observation ou de la mesure, ce qui a mis à mal le matérialisme. Pour mieux expliquer cela, dans The Quantum Enigma, Rosenblum et Kuntner ont représenté avec un scénario simple ce qui se passe réellement. Si vous prenez un électron et l'isolez dans une superposition de deux boîtes et que vous en ouvrez une, l'électron s'effondrera dans l'une ou l'autre. Donc si vous ne le voyez pas dans l'une, il existera certainement dans l'autre. Cependant, si vous prenez une autre paire de boîtes et que vous les ouvrez toutes les deux simultanément, l'électron sortira des deux boîtes sous forme d'onde étalée. Elle montrerait l'onde de potentialité comme une véritable onde étalée. La clé pour comprendre ce qui se passe est que la matière n'existe pas comme une vague d'énergie avant l'observation, mais comme une véritable onde de potentialité avant l'observation. L'ondulation dans une région est la probabilité de trouver l'objet à un endroit particulier. Nous devons être prudents. L'ondulation n'est pas la probabilité que l'objet se trouve dans un endroit particulier. Il y a une différence cruciale. L'objet n'est pas là avant que vous ne l'y trouviez. Telles étaient les conclusions tirées de l'équation de Schrödinger et des résultats expérimentaux de l'époque. Elle n'a été confirmée que dans les années 1960 par Klaus Johnson. À cette époque, tout le monde n'aimait pas la conclusion qui se concrétisait. Certains, comme Einstein et Schrödinger, étaient profondément troublés par les résultats de la mécanique quantique. En 1935, Einstein et deux de ses collègues ont proposé une expérience de pensée pour débunker la mécanique quantique. Ils ont proposé que si vous placez deux particules en superposition jointive et que vous les séparez ensuite d'une grande distance, l'observation de l'une affecterait instantanément l'autre, ce qu'Einstein a appelé une action effrayante à distance. L'idée est que l'observation de l'une ne pouvait pas affecter l'autre instantanément, car l'information ne pouvait pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Si c'était le cas, la loi de la relativité serait enfreinte, ce qui ne semblait pas possible à l'époque. Il devait donc y avoir une variable physique non découverte, locale et cachée, qui les affectait réellement, au lieu de notre observation, que la matière agissait indépendamment de l'observation et ne semblait dépendre de l'observation que de notre perspective.
Cependant, dans les années 1960, John Bell a commencé à explorer cette expérience de pensée et a proposé une inégalité. Si cette inégalité s'avérait fausse, alors les théories des variables cachées locales seraient débunkées, et la matière serait dépendante de l'observation. Le physicien Alan Aspect a mis cette théorie à l'épreuve en 1982, et les résultats ont confirmé la prédiction de Bell. L'inégalité de Bell était violée. L'action effrayante à distance d'Einstein était réelle. Cela est venu confirmer ce que nous disait la mécanique quantique. Avant d'être mesurés, les objets n'ont pas de propriété ou d'emplacement défini. L'acte d'un observateur conscient crée l'existence des objets physiques et les propriétés qu'ils impliquent, instantanément. Who deserves to trust their intuition more than Einstein? And Einstein's intuition told him, like everybody's intuition tells them, that things are really there when you're not looking at them. Well, he was wrong, right? You know, that intuition is incorrect. Mais cela n'est pas tout, car beaucoup proposent l'existence de variables cachées non locales dans l'inégalité de Leggett. Mais en 2007, elles ont également été falsifiées, cette fois-ci par Anton Zeilinger et son équipe. Les résultats ont fait l'effet d'une véritable onde de choc et le monde de la physique est allé jusqu'à dire que cela signifie que la physique quantique dit adieu à la réalité. So it's really the observation that creates the reality. What they found is that Leggett's inequality is violated as well as Bell's. Even if you allow for instantaneous influences, quantum measurements do not fit with the idea of an objective reality. So as they say in the magazine, rather than passively observing it, we in fact create reality. Une réalité indépendante de l'observation n'existe pas. Mais ce n'est pas tout, avant cela, en 1999, l'expérience de la gomme quantique à choix différés a été réalisée. Pour simplifier et expliquer cette expérience complexe, nous devons le faire avec un scénario hypothétique de modification de l'expérience originale à double fente. Au lieu de placer le détecteur au niveau de la fente, juste avant que les particules n'atteignent le film, on l'éloigne et la caméra capture les résultats après qu'elles aient traversé la double fente. S'ils observent une onde, alors les particules ont traversé la double fente comme une vague, et le simple fait d'ajouter un appareil de mesure ne les fait pas s'effondrer en particules. Mais si elles s'effondrent à l'état de particules au moment de la détection, et même si elles sont passées par la fente sans être observées et devraient produire une onde, l'acte même d'observation les transforme instantanément en particules. Mais ce n'est pas tout, un historique est chargé de sorte que les particules sont passées par la double fente au lieu d'une onde. Au grand désarroi des matérialistes, les résultats devraient présenter des particules. L'observation crée l'existence des particules et charge un historique de sorte qu'elles sont passées par la double fente en tant que particules. Il s'ensuit donc que les particules n'existent pas à moins qu'il y ait un observateur, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour les matérialistes. Beaucoup tentent de trouver des explications à cela et s'en remettent à un réalisme naïf qui s'en tient à la croyance qu'une réalité existe indépendamment de l'observation, que nos perceptions ne sont qu'une représentation de quelque chose qui est réellement là. Cependant, cette vision a également été falsifiée en 2011, cette fois en confirmant le théorème de Cauchy-Specker. La réalité du résultat observé, Outcome Observed Reality, dépend des mesures réalisées à ce moment-là et ne peut être prédit avant cela, ce qui serait essentiel pour un réalisme naïf. So we know that we cannot assume, to put it precisely, we know that it is wrong to assume that the features of a system which we observe in the measurement exist prior to the measurement. Not always, I mean in certain cases. So in a sense, what we perceive as reality now depends on our earlier decision what to measure, which is a very, very deep message about the nature of reality and about our role in the universe. We are not just passive observers. Il y a aussi eu l'expérience de 2012, l'expérience de gomme quantique à choix différés non local, et les résultats ont été assez étonnants. Elle a conclu « Aucune image réaliste naïve n'est compatible avec nos résultats, car le fait qu'un quantum puisse être considéré comme présentant un comportement de type particule ou onde dépendrait d'un choix déconnecté de la cause. Il est donc suggéré d'abandonner complètement de telles images. » La conclusion est donc inéluctable. C'est pourquoi Eugene Wigner pouvait affirmer sans risque il y a des années que le matérialisme n'est pas compatible avec la mécanique quantique. Et maintenant, grâce à ces récentes expériences, nous pouvons également exclure des versions du réalisme local et du réalisme naïf. Non seulement le matérialisme est incompatible avec la mécanique quantique, mais le réalisme l'est aussi. Comme l'a dit Zeilinger, nous devons renoncer à l'idée de réalisme dans une mesure bien plus grande que ne le croient aujourd'hui la plupart des physiciens. Maintenant, si l'on souhaite balayer tout cela d'un revers de la main, je peux simplement vous renvoyer au défi de Randy Quantique.
quantique, où vous pouvez gagner un prix Nobel et prouver que le réalisme naïf ou le réalisme local est vrai et ne dépend pas de l'observation. En attendant, rejeter toute cette science qui pointe dans la direction opposée n'est rien d'autre qu'une opinion reposant sur la foi. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont tenté de contourner ce problème en essayant de séparer le monde quantique du macro-monde. Mais cela a également été falsifié en 2010 par des violations de l'inégalité de Legend-Garg. Et en 2011, Bruckner et Koffler ont déclaré que le macro-réalisme émergeait bel et bien de la physique quantique. On ne peut donc pas séparer les deux. Cela devrait être évident puisque des expériences à double fente ont été réalisées avec succès avec des objets plus grands, comme des atomes ou des molécules. Et des expériences sont en cours de conception sur la façon de le faire avec des protéines et des virus de taille moyenne. Et personne ne doute que les résultats seront différents. D'autres éléments de bizarrerie quantique ont également été observés dans des macro-objets, comme l'intrication quantique entre deux puces d'aluminium, assez grandes pour être vues à l'œil nu, et la superposition quantique d'une petite palette métallique. L'idée que nous pouvons nous échapper en postulant que le macromonde est séparé du monde quantique ne fonctionne pas non plus. Le macromonde est le produit de la dimension quantique. Un autre échappatoire utilisé par de nombreux matérialistes est de maintenir l'interprétation de la mécanique quantique de Many Worlds, qui soutient essentiellement qu'il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde lors de la prise de mesure, mais que chaque possibilité se divise en différents mondes de sorte que chaque probabilité quantique se déroule réellement. Ils se répartissent simplement en différents mondes et dans chacun d'eux on observe chaque résultat différent. Mais il est criblé de problèmes contrairement à la compréhension idéaliste, et c'est une violation apparente du rasoir d'Occam, car les entités ne doivent pas être multipliées au-delà de la nécessité. L'introduction d'un grand nombre de mondes que nous ne pouvons pas non plus détecter est une violation extrême de ce principe, d'autant plus que cela peut s'expliquer en acceptant que toutes ces possibilités n'existent que selon une probabilité mathématique en tant que fonction d'onde, au lieu d'être des mondes réels qui ne peuvent jamais être vérifiés ou falsifiés. Une compréhension idéaliste peut très bien expliquer cela et d'autres aspects de la réalité que nous avons traités dans notre dernière vidéo beaucoup plus facilement. L'interprétation des mondes multiples ou théorie d'Everett n'a pas assez de pouvoir explicatif et doit postuler bien plus pour expliquer le peu qu'elle peut fournir. Comme le dit Bernard Esch, le comportement quantique d'un minuscule atome reproduit l'univers entier et définit chaque alternative par toutes les conséquences possibles de ce comportement. Mais à chaque instant, à l'intérieur de chaque corps humain, il y a de l'ordre d'1 milliard fois 1 milliard fois 1 milliard d'atomes, chacun effectuant des transitions quantiques. Dans l'interprétation des mondes multiples ou théorie d'Everett de la mécanique quantique, chaque être humain crée donc chaque seconde 1 milliard fois 1 milliard fois 1 milliard d'univers alternatifs. Il est donc absurde de postuler cela et inutile de le faire. La dernière objection importante que beaucoup soulèvent est que cela conduirait au solipsisme, ce qui est faux. Le solipsisme, pour notre propos dans ce contexte, serait la version extrêmement sceptique de l'idéalisme, qui dit que seul votre esprit existe et que tout le reste est une illusion. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Comme les formes générales de l'idéalisme autologique, il suffit de dire que l'apparence du monde physique est créée par l'activité du monde mental, non pas que seul votre esprit existe. Dans un court article qui explique pourquoi les matérialistes s'accrochent à de fausses notions d'une réalité matérielle indépendante, Richard Connery et Stephen Palmquist disent « Pourquoi les gens s'accrochent-ils avec une telle férocité à la croyance en une réalité indépendante de l'esprit ? C'est sûrement parce que si la réalité n'existe pas, alors en fin de compte, pour autant que nous le sachions, l'esprit seul existe. Et si l'esprit n'est pas le produit de la matière réelle, mais plutôt le créateur de l'illusion de la réalité matérielle, ce qui en fait, en dépit des matérialistes, est connu comme étant le cas depuis la découverte de la mécanique quantique en 1925, alors une vision théiste de notre existence devient la seule alternative rationnelle au solipsisme. Et maintenant, je vais laisser Michio Kaku expliquer pourquoi c'est le cas. Erwin Schrödinger, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a conçu une expérience de pensée pour faire comprendre les étranges règles de sa théorie. Disons que nous mettons un chat et un flacon de poison dans une boîte. Nous ajoutons un atome d'uranium radioactif et un compteur Geiger. Si l'uranium se désintègre, il déclenche le compteur Geiger qui libère le poison et tue le chat silencieusement. Avant d'ouvrir la boîte et de regarder, nous ne pouvons pas vraiment savoir si l'uranium s'est désintégré ou non, car la désintégration radioactive est un événement quantique probabiliste. Voici la question. Le chat est-il mort ou vivant? Eh bien, selon la mécanique quantique, le chat n'est ni mort ni vivant, mais la somme des deux états. Eh bien, à ce moment-là, vous dites que c'est une aberration. C'est absurde. Comment pouvez-vous être à la fois mort et vivant simultanément? Le chat de Schrödinger était censé montrer que rien dans cet univers n'est certain, tant que quelqu'un n'a pas fait une mesure. Mais un autre pionnier de la mécanique quantique, Eugène Wigner, a cru qu'il pouvait nous apprendre autre chose sur le fonctionnement de l'univers, que la conscience contrôle tout.
Wigner disait qu'il fallait aller un peu plus loin. Si moi, un être humain, je regarde le chat, je suis conscient. Donc la conscience détermine l'existence. À ce moment, Einstein est devenu dingue et a dit « Quoi? Vous dites que le fait que vous soyez un être conscient détermine le fait que le chat est vivant ?» La réponse est oui. Wigner a fait un pas de plus et a dit « Comment puis-je savoir que je suis vivant? Tu vois, le chat et moi, on fait partie du même univers. Si je ne sais pas que le chat est vivant ou mort, je pourrais aussi être mort en même temps et ne même pas le savoir. Alors qui détermine que je suis en vie? Eh bien, l'ami de Wigner me regarde, je regarde le chat et nous existons. Mais alors qui regarde l'ami de Wigner? Et il y a une chaîne infinie de gens qui regardent les gens, qui regardent les gens, jusqu'à ce que finalement vous atteigniez la conscience cosmique. Une certaine conscience qui est divine, qui enveloppe l'univers, qui nous regarde et dit « Voilà, le chat est vivant ». J'irais même jusqu'à dire que cette position est plus logique que la position solipsiste. Car dans ce cas, on peut faire remarquer que notre esprit ne crée pas la réalité, il y participe seulement. En d'autres termes, nous ne sommes pas l'architecte ou n'avons pas la capacité de changer la structure du monde par des processus mentaux. Rappelez-vous le scénario mis en place dans The Quantum Enigma sur l'ouverture de la boîte. Si nous décidons de regarder dans une boîte et de trouver où se trouve l'atome, nous ne décidons pas réellement où il finira. Nous utilisons simplement notre libre arbitre pour participer à la décision de ce qui en résultera, que ce soit une onde ou une particule. Mais nous n'avons pas le droit de choisir les détails. Les faits suggèrent donc que nous ne sommes que des esprits inférieurs qui dépendent d'un esprit beaucoup plus grand qui contrôle en fait la structure de l'expérience. Nous sommes autorisés à opérer et à participer aux résultats de l'expérience idéaliste. Une objection à la perspective théiste est maintenant soulevée dans The Quantum Enigma. Si Dieu observe le monde physique et que nous y sommes, comment se fait-il que nous puissions faire des expériences montrant que quelque chose de non observé est en superposition? En d'autres termes, si Dieu regarde tout de haut, les étranges règles de la mécanique quantique n'auraient jamais dû être vérifiées puisqu'elles sont toujours observées par Dieu. Eh bien, c'est un malentendu. Dieu n'est pas séparé de nous dans un endroit dans l'espace, nous observons vu que l'espace et la matière sont des illusions de notre observation consciente, comme le montre la falsification du réalisme. L'existence du monde physique est créée par notre observation de celui-ci, et il n'existe pas en dehors de cela. Alors qu'est-ce que Dieu peut observer d'autre que ce que nous voyons? La conscience est ce qui est fondamental et notre conscience serait dépendante d'une conscience plus large. Dieu nous observe en un sens en faisant l'expérience du monde physique et en dehors de notre expérience, il n'y a rien qui doit être observé vu que ça existe à l'état d'une fonction d'onde. Il n'est donc pas séparé de nous car notre conscience dépend de la sienne et il n'a pas besoin de voir une expérience indépendante du monde physique. Nous ne pouvons donc pas en conclure autre chose. Compte tenu des preuves scientifiques qui nous ont menés jusqu'ici, à quelle autre conclusion cela nous mène-t-il? Bien sûr, on peut toujours refuser d'aller jusqu'à la conclusion logique, mais cela ne réfute pas la conclusion ni ne la modifie. La science n'a pas enterré Dieu, elle l'a révélé, et en même temps, elle a enterré le matérialisme. Le matérialisme n'est maintenant pas plus qu'une fantaisie.